Sans savoir du tout où ça m'emmène, essayer de partir dans les souvenirs de mai 1968 et aller le plus loin possible. Chercher toutes les harmoniques en avant, en arrière. C'est bizarre parce que autant mai 68 a pu représenter une rupture par rapport à la grande histoire, c'est des grandes guerres, c'est l'irruption du quotidien, ce qui allait changer, bouleverser, fiche le cul en l'air, la totalité des détails de notre quotidien. Et puis aujourd'hui, on a l'impression que c'est presque le même mouvement qu'il faudrait refaire. On lit ça comme une légende, avec des belles photos, des grandes photos, d'histoires de manifestations, les mêmes voix autoritaires, les mêmes baratins et tout. Et ce que ça avait, au contraire de petits déplacements de rouage, ça n'apparaît plus. J'ai hésité ces jours-ci. J'ai cherché des images, moi aussi, mais j'en ai peu. Les archives familiales sont totalement muettes. Les objets personnels, j'en ai retrouvé un. Le Beggar's Banquet des Rolling Stones. C'est probablement qu'on en reparlera. C'est étrange parce que 60 francs, je les ai. Il y a encore l'étiquette d'époque. Je ne l'ai jamais racheté ce disque. C'est le mien tel qu'il a traversé 50 ans exactement. Et j'ai pas beaucoup de choses. Je crois que c'est les seules choses dans cette chambre. Quelques 33 tours de Rolling Stones qui ont pu m'accompagner, des fois laisser oublier, et puis retrouver quand même. J'ai essayé de regarder aussi les lieux avec Google Street View. C'est triste, on ne reconnaît plus rien. Tout est laminé par le moderne, le normal. Peut-être c'est ça pour moi qui est le plus bizarre à revenir 50 ans en arrière. C'est facile, vous savez, parce que j'avais 15 ans. Revenir dans sa propre adolescence, il suffit de... On rouvre le petit robinet à l'intérieur de soi-même, et on se laisse réaspirer, on rejaillit juste à cet endroit-là. Tout est tout frais, tout est immédiat. On perd jamais l'adolescence à l'intérieur de soi-même. Simplement, je suppose que la mémoire est lacunaire, elle trie, elle déforme. On se raconte une histoire, mais on se raconte sa propre histoire, pas du tout l'histoire collective. Qu'est-ce que j'ai comme premier souvenir? Souvenir le plus important, souvenir qui représente évidemment jusque dans son iconographie la plus simpliste, mai 68. C'était pas un village, c'était une petite ville. Il y avait un lycée, une poste, une salle des fêtes. Au milieu, il y avait la place carrée, dans un coude de la Charente très tortueuse avec une île. Ça reste très présent dans l'imaginaire, ces petites ruelles qu'on explorait, qui tombaient sur l'eau, ou ces explorations qu'on faisait sur l'eau elle-même. La place, c'était simple. Nous, notre appartement donnait dessus, puisque le garage, il s'était simplement établi là où autrefois on accueillait et réparait les diligences. Il y avait encore des anneaux à chevaux accrochés dans les murs. Et puis une vieille tour, tout en haut de la vieille tour, une toute petite pièce à laquelle on accédait par un escalier très étroit. J'avais toujours le fantasme que dans ce lieu, mon père ne pouvait pas monter. Là, une toute petite pièce circulaire qui devait faire 1,80 m de diamètre. Il y avait juste mon frère et moi qui pouvions y accéder. C'est là où j'ai eu les premières grandes lectures, les premières tentatives d'écriture. Et puis, on voyait la place en surplomb, avec en particulier le mardi. Le mardi, c'était marché. Tous les gens venaient avec les casquettes et tournaient lentement, très lentement autour de la place. On faisait 3-4 tours, comme les vitesses et les conversations étaient à vitesses différentes. Au bout des 2 heures ou 3 heures, je pense que chacun avait discuté avec tout le monde. C'est des vieilles fonctions sociales qui évidemment précédaient le temps de la radio, la télévision. Quelque chose d'un très ancien monde. Et le reste de la semaine, sur la place, il y avait côté droit, depuis la fenêtre de notre premier étage, des tas de commerces qui n'existent plus aujourd'hui, mais qui rendaient cette petite ville complète. Il y avait la librairie, Bailey, c'est là où j'ai acheté mon petit Robert, c'est là où j'ai acheté mon globe terrestre, c'est là où je me suis fait offrir mon premier petit microscope. Il y avait un marchand de tissus, Gardès. Quand on avait besoin d'un manteau, on allait acheter le tissu, on se le faisait couper par la couturière de la petite rue d'à côté. Et ça marchait comme ça, ou le pantalon neuf, une fois par an. Ensuite, il y avait l'horloger bijoutier et toutes les fonctions rituelles, des bagues, des montres. Qu'est-ce que c'est important, le symbolique d'une montre. Il n'était pas commode, le père Loger. Et Chauveau, le marchand
qui lui était dans la même explosion que nous. C'était les machines à laver, les télévisions, ça commençait tout d'un coup, la grande mutation. En 68, je pense qu'elle n'avait pas encore commencé. Il y avait les postes de radio, les fers à repasser, les lustres pour la salle à manger, les postes télé noir et blanc, avec un petit bonhomme à l'arrière, boutique qui s'appelait Gilbert Saget, en blouse bleue, puis qui réparait les téléviseurs avec un fer à souder et un oscilloscope. Et ainsi de suite. En face et à gauche, 2 pharmacies concurrentes, le bar, le grand bistrot, il y en avait un autre, bar du commerce, l'église, une très belle église romane. Évidemment, de mes fenêtres, je la contemplais tous les jours. Et tous les jours, entre 13h et 14h, mon père a jamais été invité à ça. Il y avait l'archiprêtre, le pharmacien, le bijoutier. Évidemment, je crois qu'au moins le pharmacien était dans le conseil municipal. Le maire, c'était le chirurgien à l'époque, une toute petite clinique qui maintenant n'existe plus. Il faisait les allers-retours de l'église à la pharmacie, de l'église à la pharmacie. Et puis c'était comme une espèce d'autorité principale. Il faut bien imaginer ça. Qu'est-ce qui manque? Il manque qu'au milieu, il y avait le monument aux morts. Grand poilu, avec son bras comme ça, sa tresse de laurier. C'était pas un poilu pacifiste comme on en a quelques-uns en France. 2 fois par an, ça aussi, pour moi, ça fait partie de l'histoire de mai 68. Le 8 mai et le 11 novembre, se rassemblait la fanfare municipale. On n'avait pas vraiment d'occasion d'écouter autrement de la musique, sauf le 14 juillet, mais c'était aussi l'harmonie municipale. La sonnerie aux morts, et puis tous les vétérans qui étaient là, les vétérans des 2 guerres, comme dans ma propre famille, le grand-père maternel était vétéran de la Première Guerre mondiale, et mon père avait été résistant dans la deuxième. On était encore vraiment dans l'après-guerre. Est-ce que la guerre même avait jamais arrêté, puisqu'il y avait aussi la guerre d'Algérie? C'est peut-être ça qui est plus difficile quand on reparcourt ces 50 ans, qu'on réémerge pour une espèce de petite bulle directement sur la place, pas les jours de marché, mais les jours de vent avec monument aux morts, puis les 3 bons hommes qui font leurs allers-retours parce qu'ils sont les notables et qu'on parle de choses sérieuses. Comme ce monde était encore proche des 2 guerres, comme si elles n'avaient jamais fini. L'autre élément, c'est les routes qui reliaient la petite ville au sud vers Ruffec et puis Angoulême, au nord vers Poitiers, et puis la traversée est-ouest, Niort, Limoges. Côté Niort, on arrivait très vite à un petit village qui s'appelait Saint-Pierre d'Excideuil, et là, il y avait les usines. Il y avait 2 ou 3 usines, toutes petites, une qui faisait des parquets et des charpentes, et puis une autre de métallurgie qui fabriquait des socs de charrue. Je ne sais pas combien il pouvait y avoir de bons hommes là-dedans. Je sais que quand on passait en voiture devant, on voyait les grandes ouvertures, c'était sombre dedans, on voyait parfois du feu des forges. Mais loin, on apercevait. Bien sûr, on les connaissait, les ouvriers, comme on disait. C'était noble, ouvriers. On avait des ouvriers aussi dans le garage. Mais là, ils étaient ensemble dans leur monde noir, dans l'usine de socs à charrue. Aujourd'hui, ça existe toujours. Et quand j'ai regardé sur Google Street View, c'est impressionnant parce que c'est devenu une usine de citernes à gaz. C'est le même emplacement. Et les bâtiments anciens sont conservés au milieu avec leurs verrières, leurs petites fenêtres étroites, les toits en dents de scie. Elle s'est répandue, elle a mangé tout ce qu'il y avait autour, la voie ferrée, le vieux silo de la Cavac, le truc des céréales, et des champs entiers de stockage de citernes de gaz, plus un transporteur routier dont la fonction c'est de les acheminer. Mais à l'époque, l'usine de socs à charrue, et c'est symbolique quand même, le soc, ce qui déchire la terre pour faire pousser les moissons. Et bien ce jour-là, c'était un début d'après-midi. Nous, on était déjà en grève au lycée, on n'allait plus à l'école. Tous les commerçants ont baissé le rideau de fer. Il n'y a rien d'extraordinaire. Cette espèce de rideau, je le vois encore avec une grosse manivelle un peu rouillée. Pourtant, nous, on avait ce qu'on appelait le porche, là où on sortait les voitures. Et puis à côté, la partie bureau. Et c'est là où il y avait ce truc en ferraille qu'on descendait. On le faisait tous les soirs. Le dimanche, c'était curieux parce qu'avec mon frère, ça devenait un jardin un petit peu enchanté, ce grand espace qui était rien qu'à nous, les piquets des Gauloises dans les
boîte à gants des clients et puis tourner en vélo dans le garage. Je l'ai raconté plein de fois. Il y avait la sortie de secours du cinéma avec nous. On n'avait pas trop le droit d'y aller au cinéma, mais quand le dimanche, je passais les films en continu, au bout de la 3e ou 4e fois, la bande-son, on la connaissait par cœur. On s'était refait l'histoire. Et même maintenant, aujourd'hui, quand je dois regarder intensément un film, mon réflexe, c'est de fermer les yeux. Donc on est un début d'après-midi et en plein jour, ça devient comme un dimanche. Plus rien. La pharmacie, rideau de fer baissé. Le bijoutier, rideau de fer baissé. Gardès, les vêtements et tissus, rideau de fer baissé. Bailey, c'était une espèce de petite grille, vous savez. Parce que je me souviens encore que pouvait m'arriver le dimanche d'aller voir la vitrine s'ils n'avaient pas une nouvelle map monde. Et dans ce silence, ce vide, rien. On attendait. Mais on attendait derrière les fenêtres, derrière le rideau. Lentement, à ce moment-là, ils sont arrivés d'en haut, de l'usine. Il y avait des drapeaux rouges, des drapeaux noirs. Ça, je le vois encore. Dans ce monde qui était en noir et blanc, le rouge, le noir, c'est pas très neuf. Moi, j'étais déjà lecteur de Stendhal depuis au moins la 4e. Mais cette potentialité de violence, cette potentialité d'affrontement, on vivait tous ensemble, à peu près. C'était pas la richesse, pour personne en tout cas, même les braves commerçants de la place. Oui, notables, mais de pas grand-chose. Mais tout d'un coup, c'était cassé. Quelque chose s'exprimait qui ne s'adressait pas à ceux qui habitaient là autour de la place, qui s'adressait à bien plus large. J'ai plus trop de souvenirs. Je pense que la manif, les 200-300 bons hommes, ont fait le tour de la place exactement comme on le fait les jours de marché. Est-ce qu'il y avait des slogans? Je m'en souviens plus. Peut-être des slogans qu'on entendait partout à la télé, sur les salaires, sur les... Je sais pas. Dans ma tête, en tout cas, il y a un silence, un énorme silence. Le silence de l'attente, le silence de qu'est-ce qui peut se passer. Le silence du dialogue qui s'est rompu et qui ne pourra plus se faire. Est-ce que sur la place, qui était le symbole de la communauté, le symbole de tous les événements, il y a eu une prise de parole ou quelque chose? Je sais pas, j'ai pas idée même de quand il y avait pu y avoir de telles manifestations, plutôt pour le Front Populaire ou autre. Dans ma tête, il me reste juste ça. La place vide, l'arrivée des types avec leur drapeau rouge, leur drapeau noir. C'était mai 68, ça avait commencé. Je sais pas si je ferai 5 épisodes. En tout cas, pour le premier, c'est lancé. À demain.